Bienvenue à cette seconde rencontre dans laquelle nous allons discuter des problèmes de communication dans l'éducation musicale. Premièrement, revoyons l'importance de communiquer. Communiquer signifie partager quelque chose, partager avec quelqu'un. D'un point de vue psychologique et social, la communication est un besoin humain spontané qui s'arrête quand l'objet a été partagé. Alors, plus tard, à chaque fois qu'une interaction se produira, nous aurons un nouvel élément à mettre en scène. On ne peut éviter la communication, comme le dit le premier axiome de Václavic. Sans aller dans les détails, voilà plusieurs idées générales à propos de la communication. Dans le processus de communication, ce qui est important, c'est le contenu, ce que je dis. On peut avoir une relation dans le message, qui je voudrais être pour toi, qui tu es pour moi, quel rôle j'aimerais avoir, ce que j'attends de toi, ou un message de contenu qui dépend des mots employés. La relation dans le message est transmise par le ton de la voix, le rythme de l'énoncé, les gestes, les comportements et les moments de la communication. Ce peut être trop tôt, trop tard ou au bon moment. Un des exemples les plus fréquents de modèles régressifs dans la relation enseignant-élève est le mécanisme de l'invalidation consensuelle. Je ne me sens pas à l'aise dans mon rôle de professeur, ou je n'ai pas l'impression d'être un élève comme les autres. De cette manière, l'élève et le professeur invalident chacun leur rôle. L'élève se comporte donc comme cela: je ne suis pas votre élève, je peux donc partir de la classe ou bien faire ce que je veux pendant le cours. Le professeur, ne sentant pas que le travail demandé soit pertinent, pourrait dire: c'est un enfant malade, je ne suis pas préparé pour ce genre de handicap, je ne peux pas m'occuper de lui. Il est possible que la relation soit agressive ou totalement indifférente pour l'élève comme pour le professeur. Dans le cas d'enfants non-voyants, les clichés sont: le braille est trop dur, on va attendre l'expert pour qu'il vérifie les devoirs. Ou l'élève: c'est moi qui apprends au professeur comment écrire des opérations. Le contexte et les conventions sociales sont des éléments supplémentaires de la communication. Quelques contextes: contexte ludique, communication en classe, communication à la maison, communication privée, communication dans un lieu public. Chaque contexte a ses règles explicites et d'autres tacites. Cela nous permet de respecter les bonnes manières, l'étiquette et la propriété. Je ne peux pas me brosser les dents dans un supermarché, il faut être bien assis quand on mange à table. Dans les pays occidentaux, on utilise des couverts. Ailleurs, ils utilisent leurs mains et font des commentaires sur la nourriture d'une façon que nous trouvons dérangeante. Souvent, les enfants aveugles, surtout de naissance, ignorent totalement les règles, comme par exemple serrer la main pour dire bonjour. Ils parlent le dos tourné et non face à face, parce que c'est une position d'exposition maximum vers le professeur. Souvent, il ou elle se tiendra mal, ou dans des positions pas confortables, comme tête baissée, ou auront des comportements appelés mouvements de non-voyants, balancement du corps, de la tête, les doigts dans les yeux, bougeant leurs mains en rythme, etc. Tout cela fait partie d'une communication centrée sur eux. Très souvent, l'enseignant est confus et ne sait pas comment intervenir dans ce genre de cas. On conseille une activité qui inclut un contact physique, qui fait sentir la présence d'un adulte, qui réduit ses comportements, et a au final un effet sur la façon pour l'élève aveugle de se voir. La communication pour les non-voyants passe par un signal qui peut être auditif ou bien tactile. Le signal doit toujours être clairement perceptible, compréhensible, et le sens doit correspondre à un concept connu ou à un fait concret. À propos du signal, on peut observer quelques soucis qui arrivent si le signal est trop faible ou mal perçu. Il peut être par exemple trop loin ou trop fort. Il peut être trop faible ou perturbé. Pour les non-voyants, il peut y avoir des difficultés de compréhension supplémentaires. Voilà par exemple des indications très peu compréhensibles qui sont liées au geste. Va par là, ou par exemple, le dossier est là. Les éléments verbaux difficilement compréhensibles pour les non-voyants sont les éléments qui font référence à un langage non-verbal, aussi appelé langage corporel. Quelques exemples: le regard, l'attitude, les gestes et mouvements, la façon de s'habiller, le fait de parler d'un objet qui a une valeur de statut ou fonction, par exemple la montre Rolex, la voiture de sport, la robe de couturier. À propos de la parole, on peut faire la différence entre ce qui est dit et la façon dont la voix l'exprime, ce qui peut être réellement considéré comme une carte de visite dans le processus de la communication. Quelques façons d'utiliser sa voix: le ton de la voix, calme, excité, hâtif, indolent; la vitesse, rapide, lente et régulière; l'inflexion, l'usage dialectique par exemple; l'articulation des syllabes, claire, marmonnée entre les dents; la mélodie de notre voix, monotone, ou qui varie selon le moment et le contenu. Est-il possible de transmettre des informations qui ont un sens au-delà de la voix? Oui, bien sûr. Imaginez deux personnes qui communiquent à une distance donnée, près, loin, leur position, de dos ou de face par exemple, leur posture, droite ou courbée,
Ou si par exemple il y a des signaux tactiles, un contact rapide, on peut légèrement serrer le bras, toucher l'épaule, la main. Pour parler réellement de la communication avec les personnes non-voyantes, que faut-il verbaliser et où placer l'attention? De toute évidence, il faut éviter toute chose qui attend une réponse corporelle. Les signaux du haut corps, l'allure, la posture, les gestes qui signifient par exemple d'accord, pas d'accord, je ne t'entends pas, je suis occupé, ou alors fais vite, ou bien encore je ne t'ai pas compris. Il est nécessaire d'exprimer clairement le sujet de la conversation s'il n'a pas été compris. Une circonstance courante est l'utilisation du vous de courtoisie sans prononcer le nom de la personne à qui la parole a été adressée. Par exemple, un enseignant s'adressant à un élève. On comprend que le professeur s'adresse à vous, mais on ne comprend pas qui est vous. Il peut y avoir plusieurs effets, comme apporter la confusion à l'élève non-voyant, qui se demande à qui l'on s'adresse, peut-être à lui, peut-être à un autre élève. Parfois, l'absence de réaction de la part de l'enfant aveugle crée une insistance de la part du professeur, qui pense que peut-être l'enfant est un peu lent ou ne sait pas comment répondre. Et dans ce genre de cas, on entend très rapidement les camarades de classe dire le professeur te parle, créant un sentiment de honte qui se transforme rapidement en colère. Un autre exemple, une personne déguisée entre en classe. Tout le monde rit. L'élève aveugle se demandera pourquoi. Les mots ont une importance fondamentale pour les personnes non-voyantes. Le sachant, on peut prévenir les situations et améliorer la compréhension. On peut par exemple faire de l'autodescription, comme le proposent certaines chaînes de télévision. On peut également le faire a posteriori, si la scène se déroule trop rapidement pour qu'elle soit décrite. Beaucoup de personnes se demandent comment les aveugles peuvent apprécier une œuvre d'art, un paysage ou un coucher de soleil. On ne peut pas donner la sensation des couleurs et des images aux non-voyants, bien que l'on soit souvent tenté de le faire. Ce que l'on peut faire en revanche, et nous devons le faire, c'est enrichir l'imagination et la vie intérieure des non-voyants, enfants comme adultes, et leur dire en notre façon, en nos propres termes, ce que nous ressentons à la vue d'un coucher de soleil, d'un paysage de montagne, en sachant que les non-voyants peuvent saisir des sentiments dans les mots, et ces sensations sont l'essence de l'homme, une expérience visuelle qui aide à voir à travers les mots des autres. Décrire un paysage, une peinture ou une scène est parfois le seul moyen de pouvoir faire participer un non-voyant à la vie du groupe. D'un autre côté, pour les voyants, décrire ce qu'ils voient est un très bon exercice. Ce que l'on comprend bien avec des phrases comme Merci, te le décrire m'a fait voir les détails que je n'avais pas remarqués auparavant, ou Décrire m'a aidé à mieux voir. Si les exemples présentés ont bien exprimé la nécessité, en la présence d'un non-voyant, de faire attention à ce qui est dit, il est maintenant important de voir de quelle manière adapter le langage. La première solution serait d'imaginer parler à une personne au téléphone, donc que l'on ne voit pas. En le faisant, on comprend que les expressions comme là ou par ici ont très peu de sens. Au contraire, les phrases comme de pas à droite ou dans le deuxième tiroir du haut ou encore à côté de ton pied gauche ont-elles plein de sens. Ces phrases seront certainement bien mieux comprises. On a trouvé plusieurs solutions pour clarifier le langage. Une de ces solutions est l'utilisation d'un cadran de montre. Assis à une table, par exemple, on peut aisément indiquer la position des couverts, des verres ou de l'eau en utilisant l'image du cadran, à 12 heures, à 9 heures ou à 6 heures par exemple. C'est une bonne solution que d'utiliser des analogies ou des métaphores pour expliquer certains concepts flous et difficilement accessibles, par exemple pour expliquer ce qu'est un nuage ou un volcan. En plus des mots, on peut comparer cela à des situations similaires. On peut par exemple associer un bord et une pointe. On peut attribuer quelques erreurs communes à une extrême forme de respect, de courtoisie et de prudence, ou au contraire à une mauvaise considération des personnes non-voyantes. Voici quelques exemples. Il ne faut pas tout faire pour éviter les expressions comme voir ou regarder. C'est parfois mis en valeur dans certains sketchs dans lesquels, en présence d'acteurs jouant des non-voyants, on dit des phrases comme à la revoyure. Une autre erreur commune est également de parler à l'accompagnateur comme si le non-voyant était un enfant dont on s'occupe. Autre comportement à éviter absolument, ne pas regarder l'accompagnateur avec pitié ou geste de compassion. Cette attitude est bien plus courante qu'on ne l'imagine, et même souvent, certaines personnes parlent fort, comme si le non-voyant était sourd ou étranger. Voici quelques précautions à prendre dans le contexte de la locution. Très souvent, ce qui est dit ne correspond pas aux gestes ou aux attitudes. Tout le monde le remarque, sauf la personne non-voyante. Cela peut mener à une équivoque ou à un malentendu.
Faites en sorte que même la personne non-voyante voit la différence entre ce qui est dit et ce qui est montré à travers la posture et les expressions faciales. En plus des recommandations, voici quelques exemples. Si vous rencontrez une personne non-voyante, saluez-la en premier, puisqu'elle ne vous voit pas. Si cela fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu, présentez-vous quand vous la saluez. La mémoire auditive est moins durable que la mémoire visuelle. Alors que les personnes voyantes ont le temps de voir et de se reconnaître, les aveugles ne le peuvent pas, puisque la salutation est le premier signe pour eux que vous êtes là. Autre recommandation. Traitez une personne non-voyante comme si tout était normal, comme si elle vous voyait. Soyez poli, mais soyez franc, ce sera très apprécié. Utilisez donc les expressions comme on se revoit plus tard ou regarde ça. Cela indique au non-voyant que vous vous comportez normalement. Si vous connaissez une blague sur les aveugles, racontez-la, cela mettra tout le monde à l'aise. Si vous n'êtes pas sûr de bien faire, demandez à cette personne. Quelques remarques à propos des questions difficiles. Une personne non-voyante est consciente de susciter la curiosité. Si vous pensez que c'est le moment approprié, allez de l'avant avec des questions claires. Vous ne l'irriterez pas, et cette personne vous fera savoir si oui ou non elle accepte de répondre à votre curiosité. On ne peut pas bloquer la curiosité spontanée des enfants, qui peuvent poser des questions directes et parfois blessantes pour un enfant aveugle. Pourquoi tes yeux sont fermés? Pourquoi est-ce que tu vois pas? Pourquoi est-ce que tu peux pas marcher tout seul? C'est aux adultes de surveiller ces échanges et d'apporter si nécessaire des réponses honnêtes mais délicates.